même si tu t'en fous des use cases un peu plus exotiques, déporter de la computation, etc. sur un layer 2, je pense que c'est bénéfique pour Bitcoin parce que ça va faire en sorte que le block space du layer 1 il soit utilisé de manière plus efficace parce que pour l'équivalent de la taille d'un bloc, tu pourras représenter beaucoup plus de calculs. Donc, avec un système où tu pourrais avoir de la privacy sur un layer 2, bah, peut-être que c'est la meilleure solution, le meilleur compromis. Pour ceux qui s'en foutent et qui sont fine avec le niveau de privacy de Bitcoin, ils pourront continuer sur le L1, mais ceux qui veulent avoir un peu plus de privacy, bah, ils pourront faire des choses au niveau du L2 qui utilisent ça. C'est comme si on était sur internet et puis il y a des mecs qui bossent sur du streaming 4K mais en 92, tu vois. De manière générale, ce que je reproche un peu à la communauté Bitcoin, que j'aimerais voir un peu changer, c'est plutôt revenir à débattre les idées plutôt que les gens qui les poussent, et je pense que ça serait plus sain. Salut Abdel. Salut. Alors là on est à Biarritz pour Surfing Bitcoin. Grand moment on va dire pour le Bitcoin en France. Et puis on s'est dit que ce serait cool de faire une petite discussion. Alors on a déjà eu pas mal de discussions ensemble, mais à chaque fois il y avait quelqu'un entre nous, tu vois. Donc là il n'y a que nous. Et l'idée, en gros, on sait que sur Bitcoin et la relation entre Bitcoin, les Bitcoiners, l'écosystème Bitcoin en général et Starkware, Starknet, elle a toujours été un peu compliquée pour moult raisons. L'idée c'est un peu d'explorer tout ça, de balayer un peu les sujets. Alors moi j'ai un gros sujet sur déjà l'utilité de ce que vous faites pour au final Bitcoin et son avenir. Et puis tous les sujets un peu politiques autour, parce que c'est vraiment ça qui en gros anime un peu toutes les discussions, notamment sur les besoins éventuels de soft fork, des gros débats qu'il y a sur Bitcoin. Donc alors je pense que ceux qui vont regarder cette vidéo nous connaissent un peu déjà, mais je pense que ça vaut quand même le coup que tu te présentes vite fait et surtout que tu présentes Starkware, Starknet, et le rapport à ton entreprise, à Bitcoin en fait, qui est une entreprise qui a commencé sur Ethereum. Et quand même, là, il y a des gros efforts que vous faites sur Bitcoin. C'est pour ça que vous êtes là à Biarritz aujourd'hui. Donc vas-y, je te laisse un peu en parler. Et puis ce sera une discussion assez libre. Ça marche. On va trouver des sujets. Bah déjà, merci pour l'opportunité. C'est très cool. Tu as raison, c'est la première fois qu'on a l'occasion de vraiment de parler que toi et moi sans un intermédiaire. Donc très cool. En plus, le cadre est idéal avec une météo super. Donc c'est top. Ouais, bah, je vais me présenter rapidement. Donc moi, avant de travailler un petit peu dans la crypto, j'étais dans la fintech pendant 8 ans. Je travaillais sur des solutions de paiement, justement. Donc avec les banques, etc. Donc j'aime à dire à chaque fois qu'avant de combattre les banques, je travaillais avec elles. Et du coup, j'ai commencé vraiment ma carrière professionnelle dans le domaine effectivement sur Ethereum. Donc avant même de travailler sur Ethereum, je jouais déjà avec Bitcoin depuis 2012-2013. J'étais déjà pile, comme on dit, et je m'amusais, etc. J'étais vraiment intéressé sur l'aspect tech. Mais c'est vrai que quand j'ai découvert Ethereum en 2015, c'est là que ça m'a vraiment poussé à me mettre dans le sujet d'un point de vue professionnel et pas juste un hobby, passion. Donc j'ai travaillé pendant 4 ans en tant que Ethereum Core développeur au sein de Consensus, mais moi je travaille vraiment sur la partie protocol engineering, donc travailler sur un client Ethereum concrètement, au niveau du layer 1 lui-même, donc sur Ethereum. Et donc là j'ai rejoint Starkware depuis un peu plus de 2 ans. Je suis Head of Ecosystem pour Starknet. Donc mon travail consiste en gros à accompagner les builders, les développeurs qui vont construire des solutions sur Starknet, donc les aider d'un point de vue technique, voire potentiellement pour les aider d'un point de vue financier avec des grants, des choses qui peuvent les aider à démarrer. Et aussi ramener des teams potentiellement d'autres écosystèmes pour les accompagner et venir migrer potentiellement pour déployer sur Starknet. Donc Starknet, qu'est-ce que c'est? C'est un layer 2 sur Ethereum, en l'occurrence un ZK Rollup, donc il y a différents types de layer 2. Mais avant de parler de Starknet, je voulais faire un point aussi sur Starkware pour dire que à la base, Starkware n'est même pas une entreprise blockchain. Le cœur de métier de Starkware, c'est vraiment le ZK, donc la technologie. C'est les maths, quoi. Ouais, exactement. Starkware, c'est une entreprise mathématique à la base. De R&D, quoi. De R&D, complètement, etc. D'ailleurs, Eli Ben-Sasson, dès 2013, il avait fait une conférence à Santa José, une conférence Bitcoin, justement, qui est en ligne sur YouTube, vous pouvez retrouver, où il parlait déjà, dès 2013, des applications potentielles du ZK pour Bitcoin. Donc, c'est juste pour insister sur le fait que l'attachement et le côté de voir le potentiel pour Bitcoin, il date depuis plus de 10 ans. Voilà. Donc c'est pas
quelque chose qui est vraiment opportuniste et de dire voilà, on a commencé sur Ethereum, là il y a une opportunité sur Bitcoin, on va la prendre. La volonté et le potentiel pour Bitcoin, il a été vu depuis très longtemps par Eli Ben-Sasson. Et en gros, c'était juste que avant, il n'y avait pas cette opportunité parce que c'était juste techniquement pas possible. Et donc pour la première fois, on commence à voir les signes de ça peut être possible. On en reparlera bien sûr plus en détail, mais je voulais juste revenir sur le fait que la base Starkware, c'est pas une entreprise blockchain, c'est une entreprise vraiment maths, R&D, qui a fait des breakthroughs au niveau des technologies Zero Knowledge. Et le cœur de métier, c'est ça. D'ailleurs, dans l'absolu, les technologies Zero Knowledge, ça pourra servir à d'autres industries en dehors de complètement la blockchain et la crypto. Ouais. Mais Eli Ben-Sasson, justement, il avait co-créé Zcash avec Zooko. C'était en quelle année? C'est 2015 2016 dans ces eaux-là, 2016, 2016-2017. Et il avait fait Zcash, effectivement. Donc il travaillait principalement sur l'aspect privacy, justement. Et ça, c'était avant de fonder Starkware, effectivement. D'accord, ok. Starkware qui a été fondé en 2018. Du coup. Alors, avant de rentrer justement dans Starkware et puis toute la politique qu'il y a autour, Opcat et compagnie, moi, il y a un truc dont tu n'as pas vraiment parlé publiquement et qui m'intéresse beaucoup, c'est ton époque Consensus. D'accord. Et notamment quand tu as bossé sur le IP 1559. Et moi, ce qui m'intéressait de savoir, c'est le process de gouvernance et on va dire qui prenait les décisions. Parce qu'en fait, tu sais, nous les bitcoiners, globalement, on préfère, à la limite, le monde parfait, c'est quand il n'y a pas de gouvernance, et, enfin quand il y a un statu quo et qu'on n'a pas à prendre des décisions importantes. Et je sais que le IP59, c'était quand même assez structurant pour Ethereum. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est de l'intérieur, toi, comment ça s'est passé? Je veux dire, en gros, qui t'a dit déjà de bosser sur ce truc? Est-ce que toi, tu étais force de proposition? Est-ce que tu étais libre? Est-ce que, en gros, voilà, est-ce que c'était qui le puppet master, en gros? C'est ça un peu ma question, parce que moi, je me pose beaucoup de questions. Tout à fait, c'est une excellente question. C'est vrai qu'on ne parle pas beaucoup de ce sujet, mais en vrai, c'est un sujet fondamental. C'est même presque l'un des sujets les plus importants, parce que la valeur inhérente d'un système décentralisé, c'est à quel point tu peux le modifier et à quel point des gens mal intentionnés peuvent le changer. Donc c'est une question fondamentale, je suis totalement d'accord. Je vais te dire de manière très transparente comment ça s'est passé. Donc l'idée d'origine de 1559, en fait, elle date d'assez longtemps. Initialement, la première proposition elle a été faite par Vitalik en 2018. Et en gros, à l'époque, tout le monde avait jugé qu'elle était beaucoup trop complexe et que, comme tu as dit, elle était très structurante. Parce qu'en gros, pour la faire très simple, elle changeait beaucoup de choses. Le format des transactions, le format des blocs. Donc rien que ça a un impact sur toute la chaîne, les wallets, l'infrastructure et compagnie. Donc pendant longtemps, les gens se disent, c'est une idée intéressante, ça peut apporter des propriétés intéressantes, et je vais revenir dessus, mais elle avait été jugée trop complexe. Et en gros, elle est restée à l'abandon pendant longtemps. Et un jour… Mais quand tu dis elle était proposée, c'était au sein de la fondation ou bien au sein du Consensus? Non, c'était Vitalik qui a fait le IP d'origine. D'accord, il a juste écrit le IP. Il a juste écrit le IP, il l'a publié sur GitHub comme d'hab, et après il y a des discussions, des gens qui ont débattu, etc. Ensuite, il y a d'autres co-auteurs qui ont proposé des améliorations, des idées, etc. Il y a eu des échanges. Et au bout d'un an, voilà, le statut c'était trop complexe, personne ne voulait, entre guillemets, la championner. En gros, il y a un système un peu de champion, mais je pense que c'est très similaire sur Bitcoin. La personne qui veut faire pousser un changement, elle va devoir faire un travail actif d'éducation, de démontrer qu'il y a un réel intérêt, etc. Exactement, voilà. Okay. Tout à fait. Et donc personne pendant longtemps faisait ce travail-là. Et un jour, donc Tim Beko, avec qui je travaillais, donc qui maintenant, à l'époque il était avec moi chez Consensus, maintenant il est rejoint à l'Ethereum Foundation. Tim Beko, c'est un peu celui qui organise les core dev calls. Donc toutes les 2 semaines sur Ethereum, il y a un call qui est public, qui est transparent, où tous les core dev Ethereum se rejoignent de toutes les différentes entreprises, tous les différents clients, etc. Et c'est lui qui anime ça. Mais avant, à cette époque-là dont je parle, il était chez Consensus avec moi. On travaillait dans la structure Protocol Engineering de Consensus. Donc Consensus, comme tu le sais, il y a plein de produits, il y a Metamask, Infura. T'étais en remote? J'étais en remote, j'étais en remote. C'est à New York qu'ils sont? Exactement, le siège social est à New York. Ouais, exactement. Donc moi j'étais en remote et on travaillait nous dans la partie protocol engineering. Et pour le dire très clairement, la partie protocol engineering, elle est vraiment totalement indépendante. Elle ne reçoit aucune direction de la hiérarchie de Consensus. En gros, si tu veux la vision de Consensus par rapport à la partie protocol engineering, c'était de dire Consensus ne gagne absolument pas d'argent avec le client Ethereum qui développe. Consensus développe à la fois un execution client et un consensus client. Donc maintenant tu sais sur Ethereum c'est divisé. Mais elle ne gagne pas d'argent. L'idée de Consensus, c'est de se dire que c'est tellement important, il faut qu'on maintienne ça en public good, parce que si jamais il y a un problème sur Get ou d'autres clients, on veut qu'il y ait une autre implémentation qui soit là, etc. Donc
première chose, Consensus ne gagne pas d'argent là-dessus, elle n'a pas d'objectif de gagner des revenus. Ce qui est intéressant, et c'est pour ça que moi j'aimais bien, parce que ça veut dire qu'il n'y a pas de volonté de la hiérarchie d'orienter ou pas le développement. Donc en gros, nous, on travaillait comme une team, comme toutes les autres teams qui travaillent sur Get ou tous les autres clients, de manière un peu indépendante. On avait notre propre volonté, c'est nous qui décidions sur quoi on voulait travailler, quels EIP on préférait, etc. Et donc à un moment, Timbeko me dit, ben, tu sais, il y a cette EIP, 1559, etc., elle est intéressante, mais personne ne se sent capable de la championner, etc. Il m'a dit, est-ce que toi, tu te sens, t'aimerais bien travailler dessus, etc. Et moi, je me suis dit, ouais, ça peut être un challenge intéressant. Donc, je ne savais pas dans quel rabbit hole j'allais tomber, pour être honnête, parce qu'après, fast forward, ça a pris 2 ans et demi pour la faire arriver sur le mainnet. Déjà, mais c'est très healthy. Je pense que c'est très sain le fait que ça a mis autant de temps d'arriver parce que justement, sur un changement aussi structurant, c'est bien que ça a pris plus de 2 ans et demi à arriver. Donc en gros, ça s'est passé comme ça. Il m'a dit, est-ce que toi, tu te sens capable de la championner? J'ai dit, ouais, je veux tenter le challenge. C'était une opportunité pour moi de faire quelque chose un peu d'ambitieux. Et donc, première étape, c'est de dire, OK, il y a la partie théorique. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? On va l'implémenter. Voilà. Donc ce qu'on fait, je travaillais dans le client Ethereum sur lequel le Consensus développe. Et je l'ai implémenté, proof of concept, prototype, pour montrer que l'idée pouvait marcher. Donc une fois, donc ça a pris quelques mois pour faire un prototype qui n'est pas bien sûr production ready, mais juste pour montrer l'idée. Une fois qu'on arrive là, on se dit, OK, on va essayer de parler avec les autres teams qui travaillent sur Get et les autres clients, de dire, est-ce que ça vous intéresse de aussi développer un prototype? Comme ça, on peut commencer à faire des devnets dans lesquels on se met d'accord et on voit s'il y a de l'interopérabilité et que le système marche bien, etc. Donc en gros, je dirais que la première phase, c'est la phase de validation technique. OK. Une fois que tout le monde commence à voir que ça peut marcher, etc., la deuxième phase, c'était de se dire, OK, maintenant, il faut qu'on considère sérieusement les impacts d'un point de vue changement du modèle économique. Parce que c'est un changement du modèle économique. D'introduire un burn. De la politique monétaire. La politique monétaire. Voilà. Ce qui est le truc le plus sacré, en l'occurrence. Sur Bitcoin. Exactement. C'est le truc qu'on ne touchera jamais. Voilà, tout à fait. Exactement. Ouais. Donc, c'est pour ça qu'il y avait beaucoup d'enjeux là-dessus. Donc, il fallait s'assurer, par exemple, que les mineurs, parce qu'à l'époque on était encore en proof of work, que les mineurs ne pouvaient pas rentrer en collusion pour forcer artificiellement à monter les prix, etc. Donc c'est pour ça qu'il y a tout un mécanisme que justement le burn, il y a des gens par exemple qui ne comprennent pas pourquoi on est obligé de burner. Il y a des gens qui disent mais autant, je ne sais pas, redistribuer cet argent à un collectif pour financer le développement, etc. Mais ça ne marcherait pas parce que justement ça serait manipulable. Donc l'idée c'est qu'il faut burner comme ça, les mineurs ils ne peuvent pas artificiellement gonfler les prix parce qu'en fait ils ne vont rien gagner dessus, ils vont juste burner de l'argent. Donc il y a eu des travaux qui ont été faits avec des économistes, etc., pour faire des simulations sur différents modèles, la partie game theory, s'assurer que c'est secure et compagnie. Et c'est qui quand tu dis avec des économistes, c'est qui? Ils bossaient pour Consensus Non, c'est plutôt ils ont des missionnés, des grandes en fait, des grandes de l'Ethereum Fondation. Okay. Des grandes dans l'Ethereum Fondation. Ça venait de la fondation. Ouais, ça venait de la fondation. Donc il y a des sortes d'appels d'offres ou dire on a besoin de gens qui travaillent là-dessus, des gens posent candidatent et disent moi j'ai de l'expertise dans tel domaine. En l'occurrence, le plus sérieux c'était Tim Rosegarden qui a publié un rapport de 60 pages justement sur la partie économique et game theory de 1559. Donc ça, c'était cette deuxième phase. Ensuite, une des grosses phases qui est intéressante, et moi je le divise en 3 cette EIP, et de manière générale, tout changement. Donc il y a la partie technique, il y a la partie économique, et ensuite il y a la partie politique. Et donc ensuite, on est rentré dans la partie politique, et celle-là, elle était vraiment très difficile. Pourquoi? Parce qu'il y a eu un gros lobbying des mineurs qui était contre absolument, parce qu'évidemment, ça réduisait drastiquement leur potentiel revenu. Et moi, j'ai mis du temps à comprendre pourquoi ça les gênait. Parce qu'en fait, je me disais naïvement, mais à l'époque, je ne connaissais pas bien le business du mining, que si on faisait ces propriétés-là, long terme, c'est des propriétés qui sont intéressantes pour le value accrual du token ETH, etc. Donc pourquoi ils seraient contre ça? Mais en fait, c'est juste qu'eux, ils ont des coûts, ils sont obligés juste de dumper et ils s'en foutent de la valeur long terme. En gros, ils sont obligés de dumper. Donc, il y a eu des gros mining pools sur Ethereum qui ont fait du lobbying actif. Ils ont créé des sites web anti-IP1559, etc. Et donc, moi, j'ai découvert tout ce monde-là, un peu de dire, voilà, comment ça se passe. Donc, on a eu des discussions avec les pools de mineurs, etc. Ce qui est bien et ce que j'apprécie beaucoup, c'est que toutes ces discussions étaient publiques. Il n'y avait vraiment pas de trucs en backdoor et compagnie. Toutes les discussions étaient publiques sur les Discord publics, sur des YouTube, etc., des live streams. Mais ouais, ça a été un combat assez dur. Et donc après, c'est petit à petit, comme tout changement, c'est le consensus social, de plus en plus de gens qui sont convaincus, etc. Ça, c'est un terme que vous aimez beaucoup sur Ethereum, le consensus social, qui n'existe pas du tout. Même s'il y a une forme... Je pense qu'il existe sur Bitcoin. Non, mais il y a une forme de consensus social, mais je parle de l'emploi du terme. Il est quasi inexistant. Tu penses qu'il est tabou ou pourquoi il est Non, c'est juste que, en fait, il y a le consensus de Nakamoto et après... déjà, la question ne se pose pas exactement pareil, puisqu'il y a beaucoup moins de changements sur Bitcoin. Ouais, c'est-à-dire que, voilà, il y en a un tous les 3 ans. Bon, le dernier, c'est Taproot qui est passé assez bien, tu vois. Segwit, c'était un gros bordel. Donc, en fait,
la phase en fait de consensus social, et là on va y venir parce que justement on va parler des soft forks, Oui. on va dire pour amener les covenants à Bitcoin. Globalement, il y a plein de propositions. Et, mais en gros, je pense qu'il n'est pas utilisé parce que globalement, il n'est pas constant. Sur Ethereum, la fréquence en fait, des changements fait que le consensus social, c'est quelque chose qui doit être constant et qui doit être entretenu. Ouais. Donc il existe sur Bitcoin, mais pas la même fréquence. Voilà, c'est-à-dire que Bitcoin, tu auras des travaux sérieux, donc voilà, que les gens super techniques seront au courant, mais ça va devenir un peu social et on va dire un peu public quand il va falloir activer le truc, quand la pull request elle sera prête, quand on est sûr que le truc marche, mais il va falloir que les mineurs, les nodes acceptent en fait ce changement. Donc en fait, il y a vraiment des périodes vraiment politiques dures, mais plus courtes. Et il y a peut-être une chance, j'ai l'impression que sur les covenants, là, le drama n'est pas constant, mais il y a des petites vagues. Et là, ça commence à devenir un peu important. Et là, on va revenir sur Starkware et Starknet. Je me souviens, on discutait ensemble il y a 2-3 ans. Et tu me parlais de justement ce que Starkware voulait faire sur Bitcoin. Et tu me disais qu'il fallait absolument faire voire un hard fork à l'époque. Oui, à un moment donné, on pensait qu'il fallait un hard fork pour introduire un opcode pour vérifier les ZK proof. Et moi, j'ai vu l'évolution en fait, parce que donc après un hard fork, c'est devenu un soft fork. Après, il y a BitVM qui est arrivé. On s'est rendu compte qu'en fait, sans aucun fork, on pouvait déjà faire des trucs. Là, récemment, vous avez sorti une news où vous avez, je ne sais plus, c'est quoi, une multiplication qui est en fait. On a réduit le coût voilà, exactement, sans avoir besoin sans aucun soft fork. Ouais. Et moi, au début, je te disais, mais oui, mais de toute façon, les bitcoiners et la communauté Bitcoin, elle va toujours préférer si jamais tu veux faire des choses un peu fancy sur Bitcoin, tu ne touches pas Bitcoin. Ouais, fais-le avec ce qui existe déjà. Exactement, parce que l'ossification et le sacro-saint consensus de Nakamoto, c'est quelque chose de... Voilà, si tu ne le touches pas, c'est mieux, on va dire. Ça va passer plus simplement parce que tu n'auras pas besoin Tout à fait. de demander aux gens leur avis. Exactement. Donc, alors... Aujourd'hui, c'est quoi la position de Starkware là-dessus? Parce qu'à un moment, vous étiez très pro Opcat. Alors, d'ailleurs, si tu peux expliquer rapidement, mais vraiment très vite. Hein. L'idée, c'est pas de noyer les gens avec de la technique. Mais ce qui est le plus intéressant là, c'est encore de la politique. Tout à fait. Donc, globalement, alors on a une proposition de soft fork pour les covenants, mais en fait, il y en a plein. Il y en a plein. Il y en a, je sais pas, 6. Ouais, il y en a beaucoup. Comme ça. Il y a OpCTV, voilà. OpTXH, il y en a plein. Ouais. Il y en a plein. Et alors, pourquoi Starkware voulait celle-là particulièrement? Parce que chez nous, les bitcoiners, c'est assez connoté Udi Wertheimer, Eric Hall, les Wizards, en gros, parce que c'est eux... je suis même pas sûr que ça vienne d'eux à la base, le 4, mais en tout cas, c'est eux qui étaient en mode lobby. Ils l'ont mémifié un peu. Voilà, ils en ont fait un mème. On a eu les chats sur Ordinals, Opcat. Et du coup, ça participe du fait, parce qu'en fait, c'est des personnages qui ont beau être bitcoiners, enfin surtout Woody, mais qui sont détestés de la communauté Bitcoin pour plusieurs raisons, on ne va pas rentrer dans l'historique. Et donc, globalement, ça a donné une image un peu négative de ce fork qui, enfin, d'après de ce que j'ai vu, voilà, il a des avantages et des inconvénients, mais voilà, comme tous les autres, en fait, globalement, j'ai pas vraiment de hiérarchie. Et je n'ai pas non plus les compétences techniques, mathématiques pour vraiment évaluer et te dire c'est celui-là qu'il faut ou c'est celui-là qu'il faut. Mais les bitcoiners partent d'un a priori négatif. Sur celui-là en particulier, à cause des gens qui le poussent. À cause de ces gens-là. Donc, est-ce que tu peux m'expliquer, globalement, la position de Starkware sur ça? Ok. Vas-y. Alors, il y a beaucoup de questions là que tu as posées. La première que je vais adresser, c'est pourquoi nous, on préfère le chemin Opcat par rapport à tous les autres chemins de Covenant. La réponse est très simple. Comme tu l'as dit, il y a cette culture du « regardons toujours le changement minimal qui peut nous amener à la route où on veut aller ». Et en fait, il s'avère que Opcat tout seul, si tu le prends, c'est un changement qui est vraiment très petit. En réalité, c'est littéralement 7 à 8 lignes de code. C'est ça qui est hallucinant.
tel petit changement soit si controversé. Mais c'est intéressant. Je pense que c'est les conséquences. Ouais, les conséquences de ce changement. Tout à fait. Clairement. Mais donc, nous, notre thèse, c'est de se dire, les autres modèles de covenant, si tu veux, ils sont beaucoup plus spécifiques. Ils sont orientés sur le besoin de l'environnement covenant. Opcat, c'est plus que ça, parce que c'est quelque chose qui est très générique. Par essence, tu me demandais d'expliquer rapidement ce que c'est. L'interpréteur Bitcoin Script, c'est basé sur une stack machine. Et l'idée de Opcat, c'est simplement, tu prends deux éléments qui sont sur la stack, donc superposés, tu les prends et tu les concatènes, cat pour concaténation, et tu les remets sur la stack. Donc c'est un changement qui paraît trivial, anodin, etc. Mais il s'avère que les conséquences peuvent être grandes. En fait, ce que ça peut débloquer, c'est grand. Et notamment, ça peut donner la fameuse introspection et des covenants indirectement. Et en fait, le fait de se dire, ça nous donne des covenants, mais aussi plus, nous, on se dit, avec un changement super minimal, qui en plus a déjà existé dans Bitcoin, parce que pour la petite histoire, comme beaucoup le savent, et bien sûr tu le sais déjà, Opcat existait. Il y a eu un fameux commit de Nakamoto en 2010, en octobre 2010 je crois, où il a désactivé beaucoup d'opcode, dont Opcat. Ouais. Il a eu un mouvement de panique en disant attention, il peut y avoir des vecteurs d'attaque, de déni de service sur le réseau. Exactement. Un changement un peu d'urgence en fait. Bon, peut-être, on peut juger rétrospectivement, c'est difficile, mais je pense qu'il a eu probablement raison parce que c'était trop risqué à l'époque. Bitcoin n'était pas bien sûr aussi gros, il n'était pas du tout too big to fail, donc il aurait pu juste être détruit. Donc je pense qu'il n'avait pas le choix de le faire. D'ailleurs, Rusty Russell, il en parle beaucoup en ce moment. Il dit ouais, il a eu raison de le faire. Maintenant, voilà, plus de 10 ans après, on a plus de recul et on peut. Il y a eu un plan d'urgence, maintenant on peut réfléchir aux conséquences de ça et comment on pourrait faire mieux qu'à l'époque, etc. Donc bien sûr, la nouvelle implémentation d'Opcat fixe les problèmes de l'erreur. À l'époque, c'était un gruyère, l'implémentation d'Opcat, elle ne contrôlait pas la taille de la stack, donc tu pouvais très facilement DDoS les nodes et les faire tomber. Donc nous, c'est de se dire, ok, il y a ce petit changement qui nous donne des covenants, mais aussi qui nous donne plus. Et c'est un changement qui est minimal, donc c'est pour ça qu'on le privilégie, parce qu'il est général et petit. Voilà, en gros, par rapport aux autres. Donc ça, c'était la première question. Ensuite, par rapport au fait qu'il y a une connotation négative de ce changement par rapport aux personnes qui le poussent, qui l'ont un peu mémifié, etc. Bon, première chose, Eric Wall, Woody, etc. Moi, j'ai pas de gros griefs contre eux. Je suis pas forcément fan de la façon dont ils font les choses, leur truc un peu délire, etc. Non, c'est pas du tout mes potes, non, clairement pas. Il y a une relation au respect mutuel, mais voilà, ça s'arrête là. J'aime certaines idées d'Eric Wall, des fois quand il parle de l'aspect philosophique, etc. Je ne suis pas d'accord avec tout, mais j'aime parfois certains aspects. Pareil. Maintenant, un truc que j'aime, je pense aussi qu'ils en jouent énormément. Ils jouent le côté on fait la provoque et un peu pour éveiller les consciences. Donc je ne pense pas qu'ils soient animés par des intentions mauvaises, personnellement. Mais j'ai presque envie de dire que je m'en fous. Presque, en fait. Ouais, exactement. Ce n'est pas forcément le problème. Et de manière générale, ce que je reproche un peu à la communauté Bitcoin, que j'aimerais voir un peu changer, c'est plutôt revenir à débattre les idées plutôt que les gens qui les poussent. Et je pense que ça serait plus sain. On peut critiquer la façon dont ils le font, etc. Mais moi, j'ai envie de me dire, peut-être que, entre guillemets, si ça permet d'avoir le débat et de l'accélérer ce débat, peut-être c'est pas forcément si mal. Parce que peut-être qu'ils n'avaient pas fait toute cette provoque, la plupart des gens qui rendent des nodes, ils sont foutrés de ce truc-là et personne ne voudrait débattre de ce sujet. Donc, je ne juge pas la façon dont ils le font, même si je ne suis pas forcément fan du côté ultra mimifié du truc, etc. Mais je pense qu'ils en jouent, voilà, grosso modo. Nous, notre relation avec eux, comme je t'ai dit, c'est un respect mutuel. Moi, principalement, mes interactions que j'ai, c'est plutôt avec, j'arrive jamais à prononcer son prénom, Rijnael, je suis désolé. Je vois, voilà. Je vois. Et on parle de tech, voilà. Pour le faire très simple, on parle de tech. Je sais que c'est quelqu'un de très sérieux, il travaille sur 4VM, qui est un peu une variante de BitVM, etc. Moi, mes interactions que j'ai avec eux, c'est d'un point de vue tech, on discute, etc. Ils suivent les travaux qu'on fait sur l'implémentation du Stark Verifier en Bitcoin Script qu'on fait, etc. Ils suivent les travaux, ils reviewent un petit peu ce qu'on fait, etc. Mais ça s'arrête là. Donc, nous, Starkware avait investi dans Taproot Wizard, mais au même titre qu'on a investi dans ZeroSync, dans d'autres projets Bitcoin. Là, on travaille avec notamment Atomic, qui travaille sur des Atomic Swap, avec Lendinsats, qui travaille sur des DLC. Juste pour dire qu'il n'y a pas de stratégie particulière liée à Taproot Wizard de notre côté. Voilà, il y a une relation de respect. Il y a un investissement de la part de Starkware, mais c'est anecdotique. L'investissement, déjà, il est petit, c'est pas quelque chose de significatif, c'est plus un gage de... Ouais, un signal, quoi, en gros. Mais il n'y a pas du tout de volonté de stratégique, et j'ai vu passer plusieurs fois sur Twitter, en gros, la théorie comme quoi on pousserait volontairement des gens qui incitent à spammer la chaîne, etc.
Bon, perso, je trouve que c'est un peu ridicule et que les gens puissent penser qu'il y a un effort constant de notre part de vouloir faire cette stratégie. Évidemment que ce n'est pas le cas, mais bon, si des gens pensent ça, à la limite, je m'en fous. Mais comme je disais, moi, ce que j'aime avec ce qu'on fait profondément, et je vais te le dire, je peux comprendre toutes les critiques qu'on peut se faire, soit à l'entreprise Starkware, comme une entité, une corporation, ou au réseau Starknet et le fait qu'il y ait un token Starknet et qu'on considère ça un token. Je peux complètement concevoir tout ça et j'ai pas de problème avec ça. Mais ce à quoi je me raccroche profondément, c'est que tout ce qu'on fait sur la partie Bitcoin, c'est open source et c'est du public good. Donc, que t'aimes ou pas Starkware, Starknet, etc., c'est anecdotique parce que tout ce qu'on fait, ça bénéficiera, quoi qu'il arrive, à l'écosystème Bitcoin. Et c'est ça qui me raccroche et que je me dis qu'il y a vraiment une volonté sincère de contribuer positivement à l'écosystème Bitcoin. Je pense qu'on va finir là-dessus parce que moi, au final, c'est un peu comme dans les histoires de DeFi où tu finis toujours par la question Where does the yield come from? Moi, ma question principale sur Starkware et Starknet ou Stark Étoile, on va dire, c'est vraiment pourquoi? À quoi ça sert concrètement? Je veux dire, si on part parce que vous avez commencé sur Ethereum, c'était quoi vos principaux use cases? Moi, quand j'avais regardé, il y avait un truc Exchange, StarkEx, je crois. Ouais, StarkEx, tout à fait. Vous bossiez par exemple avec Sora. Ouais, tout à fait. En gros, c'était DYDX, Sora. C'était un peu, voilà, vous scaliez tout ça. Exactement. Donc globalement, c'est vraiment une couche de scalabilité pour des use cases, on va dire, classiques de la crypto. Donc NFT, DeFi, machin. Et on voit en fait aujourd'hui, que ce soit pour les NFT ou que ce soit la DeFi, on a eu un post de Vitalik il y a 2 jours. Globalement, c'est des use cases qui ont le vent en poupe à un moment donné, mais quand tu grattes un peu, enfin moi par exemple les NFT, j'avais fait un talk il y a pas longtemps où je disais aux gens mais dans 2 ans il n'y a plus de NFT, on s'en fout parce que pour moi c'est pas la révolution. C'est-à-dire qu'on a des use cases un peu fancy, sympa. Après, il y a une question de marché aussi. Tu vois, le marché, il veut, à une époque des NFT, il veut faire des DEX ou whatever. Mais globalement, pour moi, tout ça, c'est pas durable. Et c'est surtout qu'on n'est pas sur quelque chose de fondamental pour l'avenir, en l'occurrence de Bitcoin. Et du coup, moi, j'ai l'impression quand on a tous ces layers 2, et ça concerne BitVM aussi, tu vois, ça concerne tous les trucs un peu complexes, qu'on met un peu la charrue avant les bœufs et qu'on s'occupe de use cases qui vont arriver sûrement un jour sur Bitcoin, mais qu'on a tellement de choses à régler avant que voilà. Donc mon questionnement original, et tu le sais, j'en ai déjà parlé au début, donc c'est fix the money first. Donc moi, j'aimerais que tu me convainques, parce que je ne suis pas du tout convaincu de l'utilité de tous ces efforts, parce qu'on voit, il y a du cerveau, il y a de l'argent, il y a énormément de ressources qui sont dans tout ça, en fait. Je ne parle pas que de Starkware, je parle de tous les shitcoins en général, tu vois, qui vont aller sur des use cases compliqués. Et au final, c'est comme si on était sur Internet et puis il y a des mecs qui bossent sur du streaming 4K, mais en 92, tu vois. Donc ils sont un peu trop en avance de phase. Donc moi, j'ai toujours cette question de l'utilité, parce que pour moi, tu vois, c'est un peu comme le monde des startups, on doit toujours vendre du rêve fonctionnel qui ne matche pas avec une réalité concrète par rapport aux besoins des gens. Si on veut de la mass adoption, typiquement, est-ce que ce sera sur des DEX ou de la DeFi compliquée, tous les use cases qu'on a sur Ethereum ou Solana ou whatever. Est-ce que c'est ça qui va apporter, vraiment, pas forcément la mass adoption, mais vraiment une évolution pour l'humanité, tu vois, vraiment changer leur vie? Moi, je pense pas. Je pense que fix the money first. On parlait avant de Bitcoin va bank the unbanked. Maintenant que je suis chez Bull Bitcoin, je me rends compte que Bitcoin va plutôt unbank the banked. C'est-à-dire qu'en gros, on offre un outil de souveraineté qui va te permettre de te passer du banquier central, de machin. Et ça, c'est un projet, tu vois, c'est un projet où... Et pour moi, tu n'as pas besoin de beaucoup de R&D pour arriver, parce qu'on a déjà la base. On a besoin des outils, en fait. Ouais. C'est pas des layers 2, mais c'est des outils. Ouais, du tooling, de la UX. Voilà, pour faire des trucs... Donc, moi, j'aimerais t'entendre là-dessus sur l'utilité
concrètes de Starkware. Et si tu avais genre, je sais pas, un exemple de truc sympa et qui est utile à l'humanité qu'on pourrait faire avec Starkware, je suis tout oui et je t'écoute là-dessus. Très bonne question. Donc ouais, je sais que tu es un fervent adepte du fixe de Money First et pour être 100% honnête, plus j'avance aussi et plus je suis convaincu que c'est le plus important, clairement. Ça, je le dis très explicitement. Je suis de plus en plus convaincu que c'est évidemment le plus important et je comprends qu'on puisse concevoir que le reste, c'est une distraction qui peut nous ralentir dans atteindre cet objectif-là. Ça, je le comprends. En fait, avant même d'essayer de te convaincre qu'il y a potentiellement d'autres use cases qui peuvent être intéressants, je vais commencer par te dire que on peut aider au Fix the Money First avec cette technologie et je vais expliquer pourquoi. Il y a plusieurs raisons. Premièrement, si jamais Opcat passe, du coup ça rend possible ce qu'on veut faire et être capable de vérifier des zero knowledge proof directement sur Bitcoin, ce que ça donne, plusieurs propriétés intéressantes. Premièrement, ce que tu pourras imaginer, c'est qu'à la place de développer des multisig ou des Liana ou des choses comme ça directement en Bitcoin Script, qui est très dur, très complexe et au niveau des audits, il n'y a personne qui sait faire des audits de sécurité de Bitcoin Script, etc. À la place de faire ça, tu pourras le faire dans un langage de plus haut niveau. Okay. En gros, l'idée, c'est de se dire, tu auras une primitive qui permet de vérifier des zero knowledge proof. Du coup, tu le fais une fois, tu le blindes en termes de sécurité, etc. Tu fais en sorte que ça soit reviewé par le monde entier et tu fais des audits de sécurité, etc. Et une fois que tu as ça, après, tu développes avec un langage de plus haut niveau qui est beaucoup plus expressif, beaucoup plus simple, etc. Et du coup, tu as beaucoup moins de risques de sécurité. Donc déjà, je pense que les use cases d'aujourd'hui qui sont faits avec Bitcoin Script seraient potentiellement plus secure, plus safe et plus abordables. On pourrait avoir accès à beaucoup plus de développeurs qui développent sur ces use cases-là qui t'intéressent toi. Donc ça, c'est la première chose. Moi, je peux te le dire, trouver des développeurs Bitcoin Script, c'est extrêmement compliqué. Tu le sais très bien. Franchement, il n'y en a pas beaucoup. Je ne sais pas le nombre qu'il y en a sur Terre, mais il n'y en a vraiment pas 40, beaucoup. Ouais, franchement, c'est un truc de fou. Oui. Et donc, je pense que c'est un facteur limitant pour Bitcoin, en fait. Même sur les use cases assez simples du Fix the Money First, on a quand même besoin de trucs, voilà, si tu veux des multisigs un peu évolués, des vaults, des choses comme ça, qui quand même sont importants et qu'on aura besoin si on veut vraiment une masse adoption, etc. Et ben ça sera facilité par ça. Deuxième chose, la scalabilité. Même si tu t'en fous des use cases un peu plus exotiques, même en termes de déporter de la computation, etc. sur un layer 2, je pense que c'est bénéfique pour Bitcoin parce que ça va faire en sorte que le block space du layer 1 il soit utilisé de manière plus efficace parce que pour l'équivalent de la taille d'un bloc, tu pourras représenter beaucoup plus de calculs. Donc même si, admettons que dans l'absolu, avec notre technologie, ce qu'on fait, quelqu'un pourrait faire l'équivalent d'un Starknet mais qui sera focus que sur du paiement, qui sera l'équivalent d'un Lightning Network mais qui utilise du ZK à la place des systèmes de channel, de Lightning Network, etc. Donc, il y a ça aussi. Donc, première chose, expressivité, plus simple, de développer avec un langage de plus haut niveau, accès à plus de développeurs qui pourront bosser sur Bitcoin. Deuxième chose, la scalabilité, même sur des use cases simples de paiement. Et troisième chose, donc nous on n'y est pas encore, mais avec cette technologie, ce qu'on pourra amener, c'est de la privacy. Donc ça, c'est un élément. Et je vois qu'il y a certains bitcoiners, notamment Vlad, qui délaisse Bitcoin de plus en plus parce qu'il dit qu'il n'y a pas de privacy, etc. Non, mais bon, c'est un sujet à part. Mais je pense que la privacy, pour moi, c'est important. Ça reste quelque chose de très important. Et je pense qu'on doit toujours l'améliorer. On doit être toujours dans une quête d'amélioration sur Bitcoin. Et c'est très difficile parce qu'on est dans une quête de changement minimal. Et si on veut de la vraie privacy au niveau du layer 1, c'est quasiment impossible sans faire de hard fork. La réalité, elle est là. Donc, avec un système où tu pourrais avoir de la privacy sur un layer 2, bah, peut-être que c'est la meilleure solution, le meilleur compromis. Pour ceux qui s'en foutent et qui sont fine avec le niveau de privacy de Bitcoin, ils pourront continuer sur le L1. Mais ceux qui veulent avoir un peu plus de privacy, bah, ils pourront faire des choses au niveau du L2 qui utilisent ça. Donc, voilà, il y a trois choses. Donc, l'expressivité, la scalabilité et la privacy. Et je pense que ça s'applique vraiment même au use case simple de Fix the Money First. Voilà. D'accord. Alors, ta réponse est assez satisfaisante, mais bon, après, sur certains points, je vais commencer par la privacy. Alors oui, tu vois, on se fait toujours un peu Zcash, c'était un privacy coin, Monero privacy coin, mais globalement, je pense aujourd'hui un power user de Bitcoin, s'il veut être private, il est private. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire qu'avec Mais ça demande beaucoup d'efforts conscients. Exactement, exactement. Donc effectivement, si on avait vraiment une techno où l'utilisateur ne se pose pas de questions pour avoir sa privacy, ce serait mieux. Après, sur la scalabilité des computations complexes, alors moi j'irais revenir un peu sur un point. Je me souviens au tout début, on en a parlé beaucoup de ça, mais au début d'Ethereum, c'est le concept de VM. Le concept de VM, c'est que
au niveau du layer 1, tu peux faire des trucs complexes, des calculs complexes. Et en évoluant, Ethereum s'est rendu compte que globalement, ça marche pas. Ça peut pas marcher et qu'on est obligé de le faire en layer 2, ce que Greg Maxwell disait déjà à Vitalik au tout début. Oui. Et donc au final, on se retrouve avec des solutions comme vous, comme d'autres, et tout est déporté sur le... Et du coup, la question qui reste, c'est du coup, à quoi sert le VM ? Alors, le VM sert à ne pas avoir besoin de faire des soft Exactement, forks, pour pouvoir vérifier des zero knowledge proof, effectivement. Mais globalement, moi je trouve que, alors c'est un peu iconoclaste que je vais dire, enfin bon, en même temps je suis maxi donc c'est normal, mais je me dis, on a perdu masse de temps avec cette histoire de VM parce qu'on aurait pu directement faire du layer 2 pour des voilà. C'est un point excellent ce que tu dis et justement j'ai envie de revenir là-dessus parce que c'est un super point ce que tu dis. Vas-y. Ouais. Et justement, pour moi, c'est l'un des trucs qui quand même montre que même si tu n'aimes pas Ethereum, etc., et que tu considères que c'est voué à l'échec, ça sert à quelque chose. Pourquoi ? Parce qu'en fait, effectivement, moi je te le dis aujourd'hui, et on n'a pas parlé de dommage, mais c'est pas grave, on reviendra une autre fois sur pourquoi Bitcoin c'est un bon settlement layer et pourquoi on considère que pour des EK rollups c'est presque parfait. C'est l'une des raisons, c'est que Bitcoin peut apprendre des erreurs qu'a fait Ethereum et peut leapfrog. En fait, parce que maintenant, clairement, Ethereum adopte une roadmap rollup centrique et devient un settlement layer. Mais Bitcoin n'a pas besoin de passer par cette étape où on va complexifier le L1. Il peut leapfrog et devenir directement un super settlement layer. Il a toujours été un settlement layer. Il a toujours été un settlement layer. Exactement. Mais il n'était pas juste assez riche pour pouvoir faire des choses un peu plus évoluées. Mais effectivement. Mais du coup, on peut apprendre de ça. Et grâce au fait que Ethereum s'est trompé et qu'on a juste passé tout ça, certes, on a perdu du temps pour Ethereum, mais les gains qui ont été faits en termes d'innovation au niveau de l'industrie du Zero Knowledge Proof, etc., ça a été drastiquement accéléré, notamment via le funding de l'Ethereum Foundation pour financer les débuts de recherche des Snark, des Stark et compagnie. Et ça va bénéficier à Bitcoin. Donc, entre guillemets, la fameuse théorie de Ethereum is a testnet for Bitcoin, peut-être que c'est aussi pour ça que je suis fine aussi avec Ethereum. Je pense toujours qu'Ethereum a une chance de succès. Et pour être honnête, je pense que la probabilité de succès d'Ethereum est moins grande que celle de Bitcoin. Je vais le dire très clairement. Mais je pense qu'elle n'est pas nulle, sa probabilité. Et je pense que tant qu'il a une chance de peut-être y arriver un jour, même si ça va être beaucoup plus dur, tumultueux que pour Bitcoin, au moins dans cette phase, on peut avoir de l'apprentissage et des innovations qui pourront bénéficier à Bitcoin. Donc je pense que Bitcoin, c'est un super settlement layer parce qu'il est minimaliste. Il est minimaliste et c'est ça que tu as besoin. Et l'ossification de Bitcoin, pour être honnête, moi je trouve que c'est une vertu très intéressante pour un layer de settlement. Nous, en tant que roll-up, si Ethereum bouge trop, tu vois, c'est un peu dangereux pour nous. Donc, vous devez tout réécrire, quoi. Par exemple, il pourrait y avoir des changements qui sont néfastes à nous. Donc, ça veut dire que nous, on doit être en train de monitorer constamment les changements sur Ethereum et de dire attention, cette EIP peut être dangereuse pour nous, etc. Donc, rentrer dans la politique. Exactement, ouais, tout à fait. Et donc, ça serait, entre guillemets, simplifié sur Bitcoin parce qu'il est beaucoup plus ossifié, etc. Donc, c'est des propriétés super intéressantes pour un settlement layer. Donc, j'ai envie de dire, peut-être Greg Maxwell et tout le monde avaient raison depuis le début, on ne pouvait pas, mais ok, Ethereum a choisi une voie, a essayé, ça n'a pas marché. Mais ce qu'on fait maintenant, les avancées qui ont été faites, Bitcoin peut leapfrog et justement passer au next stage de settlement layer pur et on déporte toute la computation sur le L2. Donc, Bon, tout ça, c'était super intéressant. Je pense qu'on va se refaire ça un jour. Carrément. Parce que globalement, j'ai envie de te donner rendez-vous dans quelques années pour voir où ça en est. Oui. Mais bon, moi j'ai confiance de toute façon dans l'avenir de tout ça. Je pense que les systèmes complexes, au bout d'un moment, on converge vers la solution idéale. Et écoute, je suis très content de t'avoir eu aujourd'hui. Et puis, bonne chance chez Starkware. Merci. Et puis bon, surfing Bitcoin. Merci beaucoup, c'était un grand plaisir, Gilles. Merci. Ok, super.